Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 140 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. À mes côtés, comme toutes les semaines, à ma gauche, Georges Eddy, bonjour. Bonjour Alain. À ma droite, Jérémy Lebescon. Salut Alain, salut Georges. Messieurs, au programme cette semaine, LeBron James dans l'histoire, les Mavericks en difficulté, les Pacers aussi. Les Lakers peuvent-ils être la surprise de la saison? Ce sera notre débat. Et puis, on va parler NCAA avec notre invité Alex Biggerstaff. C'est parti pour un nouveau Hoopcast. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving. James numéro 10 au scoring, c'était une des grosses actus de cette semaine, mais ce n'était pas la première qu'on devait aborder. Oui, je sais, je suis parti trop vite. C'est Stephen Curry dont on doit parler d'abord. Je suis parti un peu trop vite. On va parler de Stephen Curry tout d'abord et du réveil du WMVP. 13 tirs primés, record NBA, messieurs. Énorme performance de Steph Curry. On va voir tout ça évidemment en stats, mais surtout le constat, c'est qu'il s'est réveillé et qu'il est chaud. C'est très dur, surtout qu'il sortait d'un 0 sur 10 à 3 points et là il rebondit par un 13 sur 17. Il a marqué 13 des 16 tirs à 3 points des Warriors avec une réussite donc à plus de 75%. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais c'était vraiment impressionnant, surtout que la moitié des tirs qu'il a pris étaient pris dans des conditions complètement invraisemblables. Oui, une réaction de très grand champion. Pendant 157 matchs d'affilée, il met au moins un panier à 3 points. Il fait 0 sur 10, il perd de 20 points. Le lendemain d'une victoire plein d'émotions face à Oklahoma City. Donc, c'est un peu compréhensible qu'il y avait un contre-coup sur le terrain des Lakers qui joue très bien en plus. Moi, je trouve ça vraiment Curry-esque. Ça veut dire qu'il est au fond du trou, 0 sur 10 à 3 points. Il remonte, il bat le seul record, en fait, à 3 points qu'il ne possédait pas déjà, en dehors de... il avait égalé toute sa carrière. Ouais, il avait égalé ce record. Il avait égalé déjà une fois. Il ne lui appartenait pas tout seul. C'est Kobe Bryant et Donnell Marshall, comme Curry avait mis 12. Et on se disait qu'il allait battre ce record un jour. Il l'a fait, et il l'a fait le lendemain de sa plus mauvaise perf. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est le 3e joueur de l'histoire à sortir d'un 0 sur 10 à 3 points et à faire dans le match consécutif un match à 10 tirs à 3 points ou plus. Voilà pour la stat. Ce qui est curiesque aussi, pour reprendre le terme, c'est quand même la manière. Tu disais, il y a plein de choses qui sont hyper compliquées. Ouais. On a l'impression que c'est là qu'il est le meilleur, quoi, dans ces soirs où il commence à mettre un peu de n'importe où, n'importe comment. Et en plus, ce qui est fort, c'est aussi que dans ce match-là, les Warriors sont disputés. Hein. Les Pelicans font quand même leur match. D'ailleurs, ça montre encore quelques lacunes de Golden State. Et donc, il sort ces 3 points parce qu'en plus, Golden State en a besoin. Sans ces 13 tirs à 3 points, peut-être que les Pelicans auraient fait un upset. Oui, c'est pour ça qu'il est resté si longtemps sur le terrain pour assurer la victoire. Et Steve Kerr a ajouté, c'est Stephen Curry. Je ne suis pas surpris. Ça m'a mené de réagir après une grosse déception. Et on rappelle, tu l'as dit, Jérémy, le record, c'était Kobe Bryant et Donnell Marshall, invité un peu surprise toujours de cette liste. Avec Toronto. Avec Toronto en plus. Curry est à 625 tirs à 3 points. Il est 18e au classement. Ray Allen en a marqué 2973, mais à 400 par an. Il semble quand même bien parti pour rattraper ça, non? Ça dépendra de sa longévité. Hein. C'est la force de Ray Allen, c'est que c'est plus de 2000 tirs à 3 points. C'est aussi parce qu'il a une carrière, il a terminé à 38 ans. Stephen Curry, il en a que 28 maintenant. Et il lui reste encore, il faudrait quand même malgré tout qu'il joue quelques saisons. Après, on rappelle qu'il en a mis 402 l'an dernier. Ouais. Donc là, il est à 1300. Donc 3 x 4, 12, il lui faut 4 saisons, il passe devant s'il a 5-6 saisons, ouais. À mon avis, il va plutôt tourner autour de 300 pour les 3 ou 4 prochaines saisons et il va y arriver assez vite à dépasser Ray Allen. Ce qui est fort, je vous coupe, c'est pour terminer, enfin je pense qu'on termine là-dessus, mais c'est surtout qu'on voit à quelle distance il tire à 3 points, ça peut être à 9 ou 10 mètres, et progressivement, les équipes commencent à s'adapter, à reculer, mais il y a aussi d'autres joueurs qui commencent à tirer à sa distance. Damian Lillard commence également à tirer, avec moins de réussite que Stephen Curry, mais il lance quand même une sorte de tendance, hein, il faut le dire. La NBA suit son sillage avec des joueurs qui vont commencer à tirer à 9 ou 10 mètres, et c'est pour ça que le débat de reculer la ligne à 3 points pourrait peut-être venir un jour. Oui, j'y crois pas tellement, mais Devin Booker aussi. C'est un jeune. Mais c'est le basket d'aujourd'hui. Le tir à 3 points est essentiel. Allez, messieurs, on passe d'un MVP à l'autre et d'un
autre score historique. LeBron James, donc numéro 10 au scoring. J'étais parti là-dessus, je ne sais pas pourquoi. En premier, il continue de rentrer dans l'histoire. Samedi soir, c'était contre Philadelphie. Il est passé devant Hakeem Olajuwon, 10e au classement des scoreurs. Il en est officiellement à 26 993 au moment où on parle, puisqu'il y a eu un match de plus. Voilà, ça s'est rajouté aux 26 970 que vous voyez sur le graphique. 10e, messieurs, jusqu'où il peut monter, LeBron? Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a 31 ans et que d'ici la fin de la saison, il peut dépasser Moses Malone. Titiller déjà Shaquille O'Neal, l'an prochain, il aura déjà dépassé le Shaq. Il a que 31 ans, c'est vraiment affolant. Pour donner une indication quand même, parce que c'est vrai que c'est des chiffres qui paraissent assez costauds, pour donner une indication, il marque environ 2000 points par saison en carrière. Voilà, pour donner, Georges, est-ce qu'il peut monter jusqu'au numéro 1? Il est à 38 000 et Ouais, quelques, ouais. Karim Abdul-Jabbar. Donc, à 2000, ça fait 6 saisons. fait 6 ans, ouais. Ça fait 6 saisons en tenant un niveau très élevé. Et moi, je suis convaincu qu'au fur et à mesure, il va chercher moins à marquer. Regardez, on a parlé beaucoup de Russell Westbrook. Est-ce qu'il va faire un triple-double sur toute la saison? En réalité, celui qui a le plus de chance, c'est LeBron. Il est à 23 points, 10 rebonds et 9 passes décisives en moyenne. Et lui, il pourrait très bien tenir ce rythme toute la saison. Pour le scoring, pour le total de points, Kevin Durant pourrait aussi le titiller à terme. Mais bon, LeBron James est plus avancé de par son âge, de par son expérience. Comme George, je pense qu'il va moins marquer ensuite par la suite, autour des 35-36 ans. Mais il a un physique à la Karl Malone. Je le vois bien tenir aussi jusqu'à ses 40 ans. Et même si sa moyenne de points baisse, sa longévité, puisque je pense qu'il va aller jouer vers les 38 ou 39 ans, sa longévité va lui permettre d'aller chercher le Will Chamberlain. En tout cas, le numéro 2 all-time est largement dans ses... Largement, c'est pas un donné, mais c'est largement dans ses cordes. Parce que Malone est, je crois, 2000 environ en dessous de Jabbar. Donc ça fait 5 saisons sur ce rythme-là. Si on étale sur 7, 8 saisons, qu'il tient physiquement, non, mais il est là, quoi. Il bat tous les records de précocité et à la fin de sa carrière, il y a beaucoup de records qui seront battus par LeBron James. On va le voir au moins sur le podium de beaucoup de catégories statistiques. Ça fait penser à Kobe. Kobe a commencé à 18 ans. Il a toujours tenu un niveau exceptionnel. Et donc, il finit 3e meilleur marqueur de tous les temps. La différence de Kobe, c'est qu'il sera moins élevé sur le total de rebonds, sur le total de passes décisives, et oui, même d'interceptions et de comptes. C'est aussi ça, Georges, tu parlais de ses moyennes cette saison. En carrière, il est à 27 points, 7 rebonds et 7 passes environ. Et cette saison, c'est encore beaucoup cette plus saison, haut. c'est encore beaucoup plus haut. Est-ce que c'est un scoreur? Parce que Tyronn Lue a dit cette semaine, les gens oublient que c'est un scoreur. Est-ce que vous le considérez comme un scoreur? Évidemment que c'est un scoreur. Dès qu'il le veut, il peut planter ses 30 ou 35 points. Mais ce n'est pas un scoreur invétéré qui va chercher à tout prix à la solution individuelle. C'est-à-dire que ça restera quand même un joueur avec une pensée collective et qui, au lieu de marquer 40 points, préfère en marquer 30 et filer des caviars à ses coéquipiers si ces derniers sont mieux placés. C'est ça, il a toujours été plus un Magic Johnson qu'un Michael Jordan. On l'avait un peu oublié dans le débat du Magic 2.0 qu'on a eu la semaine dernière, d'ailleurs, je crois que c'était dans l'after. On aurait pu largement le mentionner. Ah oui, non, mais en plus, 2.0. je pense que s'il n'avait pas pris autant de poids après au moment de ses débuts professionnels, je ne sais pas ce que ça aurait donné LeBron James vraiment meneur. Mais après, il n'y a plus même de différence. Je veux dire, c'est un 4 meneur. LeBron James, c'est un 3-4 meneur aujourd'hui. C'est un 1, 2, 3, 4, 5 s'il veut. Hein. C'est ce que disait Georges la semaine dernière. Il y a des meneurs à tous les postes maintenant. On a les point forward, les point center, les Draymond Green, on a tous ces joueurs-là. Mais pour répondre à ta question, pour moi, ce n'est pas un scoreur en priorité. C'est un all-around player. Et ses stats cette saison en sont la preuve. Je ne pense pas qu'il est obnubilé par combien de points je mets dans tel match. C'est plutôt la victoire et le côté global, parce que son QI basket est très élevé aussi. Il n'y a qu'à voir le total de ses matchs à 50 points ou plus, ou 60 points. Il en a quand même moins que Kobe Bryant ou encore Michael Jordan. Il cherche moins que Kobe à scorer énormément. Des choses un peu moins joyeuses, messieurs, puisqu'on va aller du côté de Dallas, qui s'est un peu repris avec 2 victoires, mais qui connaît globalement un début de saison un peu compliqué. Dirk Nowitzki est blessé, des défaites qui se sont accumulées en début de parcours. Harrison Barnes a un peu sauvé la mise, on va voir un peu ce qui s'est passé, mais ça sent la fin de cycle un peu, non, à Dallas? Totalement. Mais bon, Barnes, c'est le lure d'espoir. Donc, avec les 2 victoires d'affilée, après avoir commencé avec 5 défaites de suite, vous avez Barnes avec son record de carrière, 34 points contre Milwaukee, victoire. Il enchaîne avec 31 points contre Los Angeles. Et c'est vrai que ces 2 victoires redonnent un tout petit peu d'espoir, mais l'équipe est vieillissante.
un joueur comme Bogut à côté de Nowitzki qui a mal au tendon d'Achille. Tout ça me fait penser que c'est vraiment la fin. C'est forcément une fin de cycle parce que Dirk Nowitzki vieillit, donc de ce côté-là, oui. Pour moi, c'est aussi l'échec d'un recrutement parce que Wesley Matthews a du mal. Néanmoins, c'est le début de saison. Comme tu l'as dit, ils viennent de rebondir. Harrison Barnes devait prendre ses marques. Il commence vraiment à les prendre. On attendait au tournant forcément, mais là, il commence vraiment à assumer ses responsabilités. Il prend en moyenne, rapporté sur un temps de jeu équivalent, donc sur 36 minutes, 5 tirs de plus qu'il ne le faisait à Golden State, donc sur un temps de jeu similaire, hein, je préfère le préciser. Et puis Bogut et Harrison Barnes ont vraiment une influence défensive. La moyenne de points que vous avez vue là est légèrement erronée parce que là c'est la moyenne de points, mais sur le defensive rating, la notation défensive, ils sont 7e de la ligue alors que l'an passé ils étaient dans les 12-14e, donc il y a une vraie progression en défense. Maintenant il ne reste plus qu'à l'attaque de suivre, et là par contre ce sera à Deron Williams, à Seth Curry, mais aussi au moment de Dirk Nowitzki et au moment de son retour, de voir si l'attaque suit, mais je pense que Dallas peut rebondir. Donc toi, tu es plus sur le Mavs enfin lancé qu'on a en bas de notre écran. Je suis plus dans l'attente en tout cas avant de les descendre. Voilà. Moi, je ne pense pas qu'ils vont se relancer. Par contre, Seth Curry avec 23 points dans la victoire contre Los Angeles, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a un tout petit peu de jeunesse et de relève qui arrive derrière, et c'est ça qui manque. Mais Mark Cuban a fait quand même, je pense, là où son erreur de recrutement, elle n'est pas tellement sur Bogut, elle n'est pas tellement sur Harrison Barnes, mais elle est sur l'argent dépensé sur Wes Matthews et Deron Williams. Il espérait que Matthews rebondisse, mais c'est compliqué. Et à mon avis, Barnes ne va pas mettre 30 points dans chaque match d'ici la fin de la saison. C'était ma question suivante. Barnes, pilier de la reconstruction. Il aura des hauts et des bas. Des hauts et des bas, mais je pense pas que ce soit un joueur qu'on peut vraiment définir comme un franchise player à lui tout seul. Il aura besoin d'une pièce importante à ses côtés. Mais lorsque cette pièce viendra là, il assumera des responsabilités qui font de lui probablement un All-Star. Eh bien, on va passer à la un petit. Là, je ne vois pas. Harrison Barnes All-Star. Jamal Magloire a été All-Star. Alors, il faut. Jamal Magloire a été All-Star. C'est bien. J'adore. C'est bien. La comparaison. C'est sa caution, Jamal Magloire. À chaque fois qu'on parle d'All-Star, de toute façon. Tout le monde peut l'All-Star. Tiens, d'ailleurs, Alain Maté, All-Star. Bientôt. Oui, alors sur le banc avec la serviette. On se mouille sur le nombre de victoires des Mavs cette saison. Oh, pas plus de 30. Ça dépend vraiment de la santé de Dirk Nowitzki. Pour moi, c'est compliqué de faire un pronostic. Je dirais 40. J'ai peur que ça tombe aussi. Rick Carlisle, des 30. tant qu'il y aura Rick Carlisle. Et je ne pense pas qu'ils vont faire les playoffs. Ah non, là, donc, encore des erreurs dans nos pronostics du début de saison. Et on termine avec la phrase de la semaine. Elle est signée Paul George et elle est plutôt inquiétante pour les supporters des Pacers puisque Paul George remet en cause la cohésion de son équipe. On n'est pas soudés, il n'y a pas de confiance, pas de cohésion ni de conviction. D'une certaine manière, on est sans vie pour l'instant. C'était après une énième défense de cette équipe. Est-ce qu'on s'inquiète pour Indiana? Une énième défaite de Charlotte aussi sur une énième défaite face à Charlotte. Ouais. C'était une déclaration largement justifiée pour ceux qui ont vu le match face à Charlotte qui a complètement déroulé son jeu offensif. Les Pacers n'y sont absolument pas du tout. Il y a un gros problème de système offensif où d'ailleurs Paul George n'a lui-même pas de système pour lui. Monta Ellis est complètement à la rue. On ne tire pas avantage de la taille de Miles Turner ou non plus de ses capacités individuelles. Et puis malgré tout, ça reste encore un joueur tendre. Pour moi, il y a un problème d'équilibre parce qu'on en attendait aussi beaucoup de Al Jefferson, mais ça reste un joueur qui va maintenant sur le déclin, qui reste en sortie de banc. Thaddeus Young, c'est pas non plus un joueur qui porte une attaque à lui tout seul sur des fulgurances. Enfin, je vois pas comment cette équipe-là peut rebondir pour le moment. Est-ce que le problème il est plus Ils ont été surestimés au début. Le départ de George Hill, qui était un vrai leader. On ne soupçonnait pas l'importance de ce joueur. Et maintenant, on voit à quel point il aide Utah à devenir une vraie équipe. C'est un minor scorer, leader, et une personnalité intéressante. Alors, on a vu en plus Paul George donner un coup de pied dans un ballon pour se faire expulser. Oui, il est frustré. Donc, il est frustré, il est au bout de ses nerfs. Et pourtant, c'est le tout début de la saison. Ouais. Hein. Pour répondre à ta question, non, le problème n'est pas tellement finalement de l'attaque, voilà. C'est quand même la défense. Voilà. Indiana, c'était une équipe qui était dans les meilleures défenses de la ligue, et ça depuis 5 ans sous Frank Vogel. Là, avec Nate McMillan, alors j'ai plus les notations non plus en tête, mais la défense est complètement à la rue. Et puis il y a un autre joueur qui est à la rue aussi, c'est Jeff Teague, qui était censé remplacer George Hill et qui n'assume pas du tout son rôle de cadre. Et c'était ma question. C'est un peu le faute de Larry Bird. Larry Bird voulait changer le style de jeu. Frank Vogel était en playoff chaque saison avec un jeu très défensif. Et Bird a mis la pression déjà à Frank Vogel de faire du run and gun et mettre Paul George en post 4. C'est vrai qu'il avait dit et de chercher à jouer plus vite et plus de shoot et plus de rythme. Et en fin de compte, peut-être ils n'ont pas les joueurs pour faire ce jeu-là. Et c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure. Hein.
On est inquiet sur le long terme, en un mot, oui ou non? Pour Indiana, moi je suis inquiet tant que. Il y a Larry Bird en effet qui est responsable, mais il y a aussi Nate McMillan, qui est un joueur qui a aussi un joueur Choisi par Larry Bird. Choisi par Larry Bird, qui était l'assistant coach de Frank Vogel, mais qui est un coach qui a du mal aussi à se remettre en question sur le long terme. Et tant qu'il n'y aura pas de remise en question, ça sera problématique. Inquiet, Georges, inquiet ou pas? Au même titre que Dallas. Bon, je Oula, vois alors là, Indiana entre 30 et 35 victoires maximum. On va terminer ces news avec un petit sujet qui a été réalisé du côté des États-Unis. C'est une discussion avec Geoffrey Lauvergne qui nous parle un petit peu de sa transition entre Denver et OKC. Il nous parle aussi de Russell Westbrook. Et il y a plein de choses intéressantes. C'est un reportage de Melvin Carsanti avec Paul Harrer au montage. Je savais que ça allait se faire. En fait, il devait trader quelqu'un déjà depuis la fin des transferts de l'année d'avant. Et ça s'est pas fait. L'été, j'attendais que ça se fasse, ça s'est encore pas fait. Et à un moment, j'ai dit que s'ils n'arrivaient pas à trouver quoi que ce soit pour les autres, ils pouvaient me transférer moi. J'avais eu un espèce de deal avec le GEM, avec qui je m'entends bien. Le deal, c'était soit j'allais revenir en ayant plus d'espace et plus de temps de jeu et un rôle plus important, soit il travaillerait avec mes agents pour me transférer. Et de la tournure que c'était en train de prendre, si tu veux, c'était pas le cas. Ce qui est frappant, c'est que les gens à Oklahoma, ils aiment vraiment le basket. Il y a beaucoup plus d'engouement autour de l'équipe qu'il y en avait à Denver. Et puis après, l'organisation, c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de différences entre deux équipes NBA. Moi, quand je suis arrivé d'Europe, Denver, je trouvais ça incroyable. Mais quand tu passes de Denver à Oklahoma, il y a encore une grosse différence. Et moi, je pensais que c'était toutes les équipes pareilles. Et en fait, c'est pas le cas. Moi, il est comme sur le terrain, il est toujours à fond. Bon, après, franchement, il est tranquille. Hein. Il est tranquille, il est sympa. Il essaie d'intégrer tout le monde. Et je pense qu'il a bien compris que c'était important. Et sur le terrain, tout le monde peut le voir, mais c'est à l'entraînement, tout ça, comment il s'entraîne. Impressionnant. Ouais, je sais pas, je pensais pas qu'il s'entraînait comme ça, quoi. Le matin, il arrive à la salle toujours en premier, machin, il s'entraîne, c'est impressionnant comme ça. C'est ça qui est moi le plus impressionnant. Je sais ce qu'ils attendent un peu de tout le monde, de ce qu'ils demandent, de la manière dont ils demandent de jouer. Le fait qu'il aime jouer grand, ça me convient, parce que je préfère jouer 4 que jouer 5. Donc là, je joue presque plus 4. Ça me plaît bien, je suis content de ce que je fais, de comment je m'intègre dans l'équipe. Je pense que ça va continuer. J'espère que ça va continuer je sais pas comment on peut appeler ça, d'évoluer dans le bon sens du terme. Et on remercie encore une fois Melvin Carsanti pour ces images. Nous, on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, messieurs, c'est le moment de donner vos coups de cœur et vos coups de gueule, grosso modo. Georges. Au top, d'abord. les Clippers de Los Angeles. À égalité avec Oklahoma City à la première place de la conférence Ouest. Et moi, je les vois bien tenir un rang très élevé tout au long de la saison régulière. Et alors, on a un tableau normalement, justement, Georges, parce que j'avais aussi mis les Clippers dans mes tops, voilà, avec les meilleures défenses NBA, comme ça pour illustrer, 89,4 points autorisés aux attaques adverses, c'est de loin le meilleur total NBA. Ouais, et puis il faut pas oublier que l'an passé, l'absence de Blake Griffin, etc. a quand même pesé, et là il revient concentré, en forme et déterminé, et ça change énormément de choses. Et bah du coup, ça fait un top commun, allez, pour... Et leur banc est meilleur. leur banc est bien meilleur cette saison. En top, moi je mettrais Domantas Sabonis, qui Victor Oladipo me fait mentir depuis son arrivée au Thunder, certes, mais pour moi c'est la plus-value à long terme de ce trade avec Serge Ibaka. C'est un joueur qui progresse sur ces 5 derniers matchs, là il est vraiment en hausse, et à long terme c'est une très bonne affaire pour Oklahoma City. On a fait top commun avec Georges, moi je rajouterais quand même une petite mention, premier panier NBA pour Timothée Lowawu quand même, et sur un joli dunk, donc c'est quand même plutôt sympa. Le flop, Georges. Les Celtics, c'est pas définitif avec les absences sur commotion cérébrale de Al Horford et les problèmes de cheville de Crowder. Ça peut se comprendre, mais il va falloir se mettre en route, messieurs.
Pour moi, ce sont les Pelicans. Alors, je ne sais pas si on a l'image, mais ils ont perdu 8 matchs, leurs 8 premiers matchs. Et malgré tout, bon, c'est un flop qui est complètement à nuancer parce que ces matchs, il y en a 7 qu'ils ont perdu de 10 points ou moins. L'effectif est complètement décimé. Ouais, 2 prolongations aussi. Et 2 prolongations, en plus, c'est vraiment compliqué, c'est dur pour le moral, mais ils ont dû se séparer de Lance Stephenson. Malgré tout, ça reste une franchise classe, puisqu'ils ont soutenu Jrue Holiday. Ils vont quand même soutenir Lance Stephenson en attendant sa guérison et probablement re-signer. On va voir si Archie Goodwin arrive à amener un petit peu de scoring, même si ça va être compliqué tant que l'effectif est dans cet état-là. Et le flop pour moi ce sera Phil Jackson qui réclame encore du triangle et toujours du triangle et qui en plus, tu me le rappelais Il est Jérémy, fatigant, voilà, hein. Jérémy tu me le rappelais Camille, Kurt Rambis, ils lui ont Que joue la trouvé un défense. rôle comme ça, Ouais. ça faisait 3 semaines qu'il traînait là, ils ont dit tiens tu vas faire la défense. Mais pardon. En sachant que Kurt Rambis, dans ses 2 années de head coach, il a coaché ça faisait partie des 2 équipes qui étaient les plus mauvaises en défense. Et, bah voilà. Et moi voilà. c'était vraiment juste pour dire, et Dieu sait que j'adore Phil Jackson, mais il faut qu'il arrête avec ça. Ouais. Quoi. Au bout d'un moment, un bon coach, il s'adapte à ce qu'il a. Et puis les joueurs ne veulent pas jouer ce triangle en plus. Carmelo Non, c'est Anthony ça. va jouer le pick and roll. C'est ça qui est ouais. incroyable, c'est qu'en plus le coach n'en veut pas, les joueurs n'en veulent pas, et il est vraiment contre tout. Et ça commence à faire quand même un peu vieux monsieur qui C'est ça. radote et qui parle tout seul à son jardin. Quoi. C'était le système de jeu pour le basket des paniers à 2 points. Et maintenant, le basket, c'est des paniers à 3 points qui priment. Voilà pour les tops et les flops, on passe au débat. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice. 4 victoires, 4 défaites. Les Lakers sont en reconstruction, mais ils entament plutôt bien la saison régulière. Des jeunes motivés, des vétérans qui encadrent et un nouveau coach. Pour l'instant, ça marche. Les Lakers peuvent-ils être la belle surprise de la saison? C'est la question de notre débat. Messieurs, première question très directe et un peu troll. Peuvent-ils aller en play-off? Éventuellement, pour moi, c'est déjà la grosse surprise de la saison. Parce que je me souviens plus, mais ils ont mis des mois avant d'arriver à 4 victoires la saison dernière. Ouais, on va. Et donc, on voit l'influence de Luke Walton. Il met en application le même style de jeu que Golden State avec des jeunes joueurs qui veulent courir, qui veulent shooter vite et qui peuvent tirer de loin. Donc, c'est un peu comme Houston. Vous avez un coach très conforme à son effectif et ça marche bien mieux et bien plus vite que prévu. On va voir les images, les stats de leur Big Three pendant que tu nous Ouais, continues. alors de Jérémy. cœur, je l'assume, les Lakers c'est mon équipe, mais non, ils n'iront pas en play-off. C'est pas cette année en tout cas. En revanche, il y a une vraie progression, en effet, et comme tu l'as dit, qui est notamment due à Luke Walton. Ce sont des joueurs qui tiennent à jouer pour Luke Walton, qui tiennent à lui donner également beaucoup d'enthousiasme. D'Angelo Russell progresse, même s'il y a encore quand même des progrès à faire dans la gestion. Moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est Julius Randle, qui des 2 côtés du terrain, c'était un joueur qui était un petit peu obstiné, qui fonçait tout droit. Là, il commence à se poser, même à diriger un petit peu le jeu. Dans ses passes décisives, il tourne à peu près 2,5 de moyenne, avec un haut pourcentage au tir aussi. Il est à peu près à 58% de réussite au tir, ça fait partie des 6 meilleurs pourcentages de la ligue. C'est un joueur en réelle progression qui peut à terme devenir un des socles de l'attaque de Luke Walton. Et Lou Williams et Nick Young, Ouais. qui tous les deux ont déjà fait plusieurs cartons en attaque. Et ils perdent face à Dallas, certes, mais Larry Nance était aussi manquant en raison Et lui, d'une il a commotion fait un cérébrale. dunk. C'était digne de son père dans les tout premiers concours de dunk NBA. Et c'est un joueur formidable, c'est un vrai energizer pour le banc des Lakers. Ça se met en place, voilà, même Brandon Ingram montre des progrès, mais il faut du temps. Alors oui, il progresse, c'est déjà le jour et la nuit par rapport aux saisons passées, mais c'est plus dans l'attitude. Maintenant, les résultats collectifs, pour moi, vont venir plus tard. Alors c'est un peu ça aussi le grand enseignement, c'est l'attitude. Leur slogan, I love basketball. I love basketball. Voilà, De j'avais Meta un World petit Peace, trou. I love basketball. Tout le monde est heureux d'être là. Ça aussi, c'est quand même. On a quand même l'impression qu'on le veuille ou non, qu'ils sont quand même libérés de l'emprise de Kobe Bryant. Tout à fait, mais c'est surtout la première bonne décision de l'ère Jim Buss. On sait que son père était un propriétaire archi-brillant qui a fait très peu d'erreurs tout au long de son parcours. Son fils, c'est le contraire, il n'a fait que des erreurs au début de son parcours. Et là, enfin, il a fait un bon choix en faisant venir Walton. Je suis pas sûr que ça soit... Alors je t'ai vu faire la moue sur Kobe, Ouais. donc vas-y. Non, sur Kobe, oui, mais on va pas très... Ouais, ça Ça sert à fait rien. 3 ans que ça pèse. Pour moi, c'était plutôt finalement, le responsable de tout ça, c'était Byron Scott. Ça reste un coach, ça reste celui qui décide. Pour moi, c'était le grand responsable. Celui qui voulait pas que les joueurs shootent à 3 points, celui qui... Et puis... Moi je veux bien, mais
tu peux pas nier que Kobe Bryant avait quand même pas une empreinte gigantesque sur Non, cette équipe mais, pendant les Kobe, 3 il a dernières joué deux années. matchs. Quand il était blessé. C'est ça. Non, mais Il faisait ce qu'il voulait. D'Angelo Russell n'était pas là il y a 2 ans et Julius Randle était blessé il y a Non, 2 mais ans aussi. On est Et d'accord, mais l'an Byron- dernier, ils peuvent rien faire. Ouais, mais Byron Scott, c'est lui qui critique ses propres rookies en les laissant sur le Oui, banc. Alors, il y a j'en de suis ça d'accord aussi, il y a de avec ça ça. aussi, il y Voilà. a de ça aussi. Mais Après, en effet, il y a eu l'affaire Kobe Bryant, mais qui, malgré tout, pour moi, ça reste Byron alors, Scott. on va voir les stats de temps de jeu, notamment. Ouais, de cette équipe, et c'est parce la que- grosse réussite de Luke Walton, Voilà. c'est que comme à Golden State finalement on partageait énormément le temps de jeu. Là il y a un seul joueur et ça date finalement que du match de Dallas, c'est Julius Randle qui dépasse les 28 minutes, mais sinon auparavant ils étaient tous en dessous de 28 minutes. Et puis surtout en termes de rythme, ils sont à peu près 103,6 possessions sur 100 minutes et c'est le 3e rythme de la NBA, en sachant que l'an dernier ils étaient parmi les derniers, ça veut dire que ça joue beaucoup plus rapidement. Luke Walton veut du jeu rapide avec du partage de ballon, de la circulation de balles. Je vais m'acharner là-dessus, mais c'est justement, je trouve, le jour et la nuit par rapport aux 2 dernières années de Kobe Bryant, où là tu le montres, il y a 3 joueurs qui sont quasiment à 15 points à égalité, tout le monde joue à peu près pareil, tu dis que le ballon tourne, etc. C'est Ouais, tout le non, mais- contraire de ce qu'on a vu ces Non mais tu dis les 2 dernières années. années. Mais c'est pas le même coach. Tu dis les 2 dernières saisons, mais certes l'an passé Kobe Bryant joue plus d'une 50aine de matchs, mais l'année d'avant il joue pas. Oui. Oui, et ça peut même L'année d'avant, remonter. non mais l'année d'avant c'est le désert, mais l'an dernier ils construisent pas avec leur rookie non Ouais, plus. ouais. quoi. Il faut remonter même à D'Antoni aux Lakers, quand il avait Pau Gasol et Howard et Kobe, Steve Nash au bout du rouleau. Donc ça, c'était un mauvais choix de boss. D'Antoni n'était pas du tout adapté à cet effectif. Ils auraient dû reprendre Phil Jackson. Déjà, ça C'est pas aurait passé été... loin, hein. Mais c'était pour des histoires d'ego entre Jim Boss qui voulait prouver que c'était les Lakers et pas Phil Jackson qui méritait tous les accolades par rapport au titre glané depuis 15 ans. Ça c'est vrai que c'est la grande leçon quand même. Est-ce que tu rejoins Georges là-dessus, Jérémy? C'est vrai que Walton c'est quand même ce qui change tout, non? Ce qui change tout, oui, mais en plus il s'est entouré d'un très bon staff. Luke Walton, c'est aussi sa grande réussite. Après, on le voyait aussi quand il était assistant coach et coach intérimaire de Golden State. Ah, ça a bien marché. Non, mais c'est un entraîneur qui joue sur la bonne humeur, enfin qui veut un environnement sain et plaisant pour jouer au basket. Et c'est quand même le principal, ça reste un jeu. De ce côté-là, c'est le jour et la nuit avec Byron Scott. Et quand on a 20 piges, on n'attend que ça, c'est de prendre du plaisir en jouant. Et le fait que Nick Young d'ailleurs se soit réinventé après Ouais. les histoires qu'on Ouais. connaît de l'an dernier, où il y a quand même eu des histoires, donc on est obligé d'en parler, mais d'un coéquipier qui le dénonce alors qu'il a trompé sa femme, etc. En théorie, ça peut pourrir un groupe. Il est toujours là et ça se passe bien. Ouais, mais en plus, je veux bien croire que Nick Young soit un peu cassos sur les bords, mais malgré tout, ça reste aussi un joueur qui a fait de bonnes saisons lorsqu'il a été à Washington, etc., qui a quand même du talent dans les mains, et ce talent-là, on peut s'en servir, et il a réussi à le relancer. Ouais, c'est la preuve d'un grand coach. C'est Mark Cuban qui disait toujours un seul head case ou nut case par équipe, jamais plus. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, Walton, c'est quoi? C'est deux mots très californiens, c'est laid back. Il est calme, il est cool. Et dans la situation des Lakers où il y a une pression énorme depuis toujours autour de cette équipe, c'était exactement l'homme qu'il fallait pour reconstruire et rebâtir un avenir plus rose. Et au niveau des victoires, Luke Walton fait déjà mieux que Byron Scott. Forcément, et même Les que... stats sont délirantes. hein. Et même que Mike D'Antoni, en 2013-2014, vous avez atteint 3 victoires, mais en 8 matchs. L'an passé, c'était incroyable. L'an passé, ils avaient fait une victoire en 8 matchs, l'année d'avant aussi. Mais même, ils avaient gagné 3 matchs en 25 rencontres. Idem l'année précédente, donc c'était fou. Là, Luke Walton fait déjà mieux en 8 matchs que ses 2 prédécesseurs Oui, c'est à ça. la même période. Les 4 victoires, il lui avait fallu 25 matchs Ouais, pour tout les à fait, avoir. ouais, quelque chose c'est comme ça. ça. Donc Et c'était, il connaissait de l'intérieur le mécanique de cette franchise parce qu'il avait joué et gagné des titres avec un rôle pas inintéressant. Donc, il a profité de Phil Jackson, après de Steve Kerr, de connaître la franchise et toute l'ambiance autour. Bravo. C'est vrai qu'en termes de formation, être champion à l'époque Shaq Kobe avec Phil Jackson, être avec Steve Kerr et les Warriors ces dernières années, il a quand même vu des choses intéressantes. Ça, Ouais, il a puis vécu beaucoup de choses. il a également été assistant en université. Enfin voilà, il sait quand même beaucoup. Et puis c'est quand même le fils de Bill Walton, hein, ne l'oublions pas. Après, alors, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur Jim Buss. Je pense que Jim Buss, là, il n'avait pas trop le choix, malgré tout. Alors certes, c'est un choix qu'on lui Au moins, il a octroie. réussi à convaincre Walton d'accepter. Mais pour moi, je pense que Gianni Buss a quand même mis la pression derrière en coulisses pour que ce soit lui. Un petit mot pour terminer, on n'a pas parlé de Brandon Ingram. Il en est où, selon vous, un peu dans ce qu'il apporte à cette équipe? Parce que c'est le numéro 2 de la draft, donc je suis obligé d'en parler. Il faudra du temps, il fait de belles séquences encore. Et on le voit aussi un peu à la création où il est intéressant.
Après, pour le titre de Rookie of the Year, comme on en parlait la semaine précédente, j'y là, crois c'est vraiment déjà pas. fichu, là. Mais Et on n'attendait pas Embiid non plus au niveau où il est. Mais il faut vraiment lui laisser du temps. Dans 1 ou 2 ans, Brandon Ingram prendra toute son ampleur. Là, c'est très bien qu'il se développe sous Luke Walton. On va regarder le résultat du sondage sur Twitter pour savoir ce que vous pensiez. Est-ce que les Lakers peuvent aller en play-off cette saison? Oui, à 36%, pardon, 64% de non, donc c'est quand même assez large au niveau du non pour l'instant. Ça vous semble quand même logique? On est un peu juste pour les playoffs cette année? Oui, mais je pense qu'on va dire 36% de chance, c'est exactement la probabilité que les Lakers soient en play-off. Nos auditeurs sont formidables. Ils créent des Ils connaissent probabilités bien, hein, on exactes. a des aficionados. Hein. Il y a une meilleure circulation de balles du côté offensif, ça va. Défensivement, ça va. Ils encaissent moins de points aussi que l'an passé. Mais il y avait une équipe surprise il y a 2 ans que j'aimais beaucoup, c'était Milwaukee, qui avait atteint les playoffs. Mais c'était une équipe qui s'était appuyée sur un socle défensif. C'était ce que Jason Kidd avait quand même mis dans cette équipe-là. Là, c'est pas encore suffisamment fort en défense pour espérer les playoffs. Alors, on va dire que c'est un peu juste, et 36% de chance, donc selon Georges, c'est très précis. 36% Oui, de mais chance par d'aller en contre, playoff. il doit y avoir une très bonne cote si vrai. vous jouez les Lakers en playoff, alors n'hésitez pas. Hein. C'est vrai. Bon, en tout cas, on peut déjà dire que c'est une des belles surprises de la saison et que c'est quand même agréable de revoir les début de Lakers saison. du début de saison. Mais c'est agréable de revoir les Lakers intéressants à voir jouer. Ah ouais, c'est super. Et puis, Battre Golden State de 20 points, personne n'aurait pu imaginer ça. Hein. ouais, et puis j'adore Kobe, mais le one-man show, c'était quand même long l'an passé. Et là, il y a quand même du jeu. Enfin, je veux dire, offensivement, c'est intéressant. Il y a c'est beau à voir. La dernière saison de Kobe, ça s'est résumé à son dernier match. Ouais, tout Le à fait. reste était pathétique et le dernier match était inimaginable. Complètement. Donc les Lakers, bonne surprise de la saison. Pour le moment, c'est oui. Pour les playoffs, c'est un peu non. Nous, on passe au zapping. Des handshakes dans tous les sens. Il va falloir qu'on s'invente un handshake du Hoopcast dans tous les sens, avec plein de trucs comme ça qu'on fera au début et tout ça. Voilà pour le zapping, on passe à la séquence invitée. La NCAA reprend ses droits ce vendredi 11 septembre. Pour en parler, vous avez l'habitude, si vous suivez le Hoopcast, il est là tous les ans. C'est Alex Biggerstaff, journaliste pour SFR Sport 2. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Vendredi 11 septembre, tu as dit? Oui. D'accord. Oui, c'est samedi 12 11 même. novembre, pardon. 11 Merci alors. novembre. Attendez, je prends mon stylo. 11 novembre. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué septembre. Donc 11 novembre, Alex, parce que sinon les gens ne peuvent pas regarder. Donc, l'an dernier, Villanova a remporté un superbe Final Four. Ça a été magnifique. C'était contre North Carolina. Il y avait beaucoup de seniors dans cette équipe. Et ma première question, est-ce que cette équipe de Villanova a une chance de récidiver? Parce que du coup, il y a eu du turnover. Eh bien, oui, carrément, puisque c'est même l'un des principaux favoris à sa propre
succession, et ça fait très bizarre de dire ça dans l'univers NCAA, parce que le dernier back-to-back, on s'en rappelle, c'était il y a 10 ans, pile, Joachim Noah. quasiment jour pour jour, avec Joachim Noah et les Gators de Florida. Et celui d'avant, il est encore plus loin, parce que c'était au début des années 90 et c'était Duke. Donc c'est un fait rare, mais ils sont totalement armés pour aller jusqu'au bout. Ça va être plus difficile que l'an passé, parce que malheureusement, ils perdent 2 cadres majeurs, franchement, de l'effectif, qui étaient 2 seniors, qui sont partis, Ryan Archidiakono et Daniel Ochefu, qui étaient les leaders charismatiques de cette équipe-là. Mais elle est très bien entraînée. C'est un des meilleurs coachs, de toute façon, de l'étage universitaire, Jay Wright. Et surtout, ils ont une fabrication d'effectifs, si vous voulez, de collectifs, avec 2 joueurs très, très importants, qui sont Josh Hart et Chris Jenkins, qui ont été très importants, bien sûr, dans l'obtention du titre l'an passé. Mais je me permets, le Florida avait quand même eu l'opportunité, la chance d'avoir un effectif qui était à peu près le même lorsqu'ils avaient fait le back-to-back. Là, il y a quand même beaucoup plus de changements chez Villanova, non? Il y en a 2. Il y en a 2. C'est surtout le coach, l'identité. aussi de cette équipe. 2, c'est vraiment très très rare. C'est pour ça que ça rappelle vraiment cette équipe de Florida à l'époque. Est-ce que c'est pas aussi Jay Wright, le coach, qui est quand même l'identité de cette équipe? C'est ça. Un encore coach qui a plus, été presque. sous-estimé très très longtemps dans sa carrière, et qui a enfin des résultats, parce qu'il a toujours eu des belles performances, si vous voulez, dans une conférence relevée qui est la Big East. Et le problème, c'est que la Big East est moins médiatisée que la ACC ou même la Big 12, par exemple, la Big 10. Et là, l'année dernière, ça a un petit peu replacé le jeu des conférences avec ce titre de Villanova. Et ça redistribue les cartes. Et cet effectif-là est vraiment taillé pour aller au bout. Il faudra suivre donc de très près Chris Jenkins et Josh Hart, qui sont très complémentaires, qui sont des joueurs modernes, associés carrément au jeu un petit peu de la NBA aujourd'hui, parce que ce sont des postes 2, 3, 4 quasiment. Ils peuvent jouer sur plein de positions, ils peuvent shooter à 3 points, ils peuvent poster, ils peuvent passer le ballon, et ça c'est primordial aujourd'hui dans le jeu, que ce soit NCAA ou NBA même. Les autres favoris, alors je te donne les cotes à Vegas si tu veux, pour te donner en tout cas le truc. Mais en cote et pronostics, t'es tellement loin que... Duke, Kentucky, Kansas et Villanova étaient derrière. Ça, c'était l'ordre des bookmakers de Vegas. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, j'ai pas de raison de ne pas être d'accord, parce que c'est de toute façon Kansas, Kentucky, Duke, c'est chaque année. Ils n'ont pas pris des risques fous. Hein. C'est sympa d'avoir le champion en titre qui fait partie justement de ce groupe-là, et qui vraiment aura à cœur de prouver qu'ils ont de quoi faire. Derrière, il y a les habituels outsiders également, mais c'est vrai que Duke, ça va être très très intéressant, parce qu'on commence à s'habituer maintenant au rendement de ces one and done et de ces classes de recrutement, où c'est la guerre totale entre John Calipari et Mike Krzyzewski, où Mike Krzyzewski est en train de gagner ce jeu d'ailleurs petit à petit, on s'en rend compte. Tu es en train de me dire que c'est pas Kentucky qui a l'armada des meilleurs freshmen cette année? Non, pas pour moi. Ah, je suis Pas scotché. pour moi. Et qu'en est-il Je suis étonnement. Qu'en est-il du finaliste? Je suis plutôt un taril dans l'âme, mais de l'an passé, North Carolina, est-ce que l'effectif est quand même solide, apparaît solide et talentueux? Est-ce qu'ils ont des chances de revenir en finale? C'est North Carolina, donc ils ont forcément toujours une chance d'aller en finale. Le seul souci que j'ai avec les Tar Heels, c'est que l'année dernière, on avait l'impression d'arriver à la fin d'un cycle. Et d'une génération qui est restée longtemps, qui était une super génération. Roy Williams le disait lui-même, le coach, que c'est un des meilleurs groupes qu'il ait eu à coacher. Et malheureusement, trop de départs de trop bons joueurs dans cet effectif fait qu'on a vraiment senti que c'était une cassure, et que c'était vraiment le moment où il fallait gagner. Et vu comment ça leur échappe, c'est ça qui est vraiment cruel dans l'histoire. Mais il y a quelques éléments comme Kennedy Mix et surtout à la main qui vont être importants, qui vont revenir. Un mot sur Grayson Allen du côté de Duke? Candidat au titre de meilleur joueur de la saison, à voir comment il se comporte justement avec beaucoup de renforts, parce qu'il a brillé l'année dernière dans un effectif où on lui a donné les clés, où il était déjà en taille patron alors qu'il était que sophomore. Il arrive à la fameuse saison de maturité en NCAA, qui est la saison junior. Il est talentueux au possible en attaque, il peut absolument tout faire, à voir aussi comment il se comporte en défense, il a déjà des bonnes bases, et voir comment Mike Krzyzewski peut mettre en place un jeu qui est porté sur lui, mais qui peut aussi tourner autour de cette armada de freshmen hyper talentueux. C'est peut-être le prochain Jimmer Fredette. On l'espère pas la même suite, Genre, mais... il est méchant là tout de suite. Est-ce que vous croyez qu'il va faire une longue carrière NBA, Grayson Allen? Il a un avantage, je dirais, Georges, par rapport à Jimmer Fredette, c'est que non seulement il shoot très bien à 3 points, il a des très bons pourcentages, mais c'est un athlète hors norme. Il a l'air plus costaud quand même. Hors norme. C'est un des meilleurs dunkers de la NCAA. Il a une espèce de rage en défense où il est taillé. Moi, je l'ai vu au bout des 3 ans là,
mais prendre du haut des épaules, c'est assez impressionnant. Il est tonique. Il a beaucoup plus d'armes dans le jeu actuel de la NBA que Jimmer Fredette ne pouvait l'avoir. En tant qu'esthète de la NCAA, est-ce que tu es déçu de Ryan Arcidiacono, le fait que les Spurs ne l'envoient en D-League? Il ne faut plus avoir de sentiments, sinon je verserai une larme à chaque fois que je vois un joueur. Déjà que j'essaie de les suivre au possible. Mais je suis déçu, mais c'est un joueur qui pourrait très bien rebondir en Europe. Je trouve qu'il a un jeu absolument fait pour le jeu européen. À l'image d'un Scottie Wilbekin à Florida il y a 2 saisons, qu'on pourrait vraiment avoir en Europe et quelques équipes seraient heureuses d'avoir. Après, voilà, c'est les cases habituelles, soit c'est D-League, soit c'est Europe, à voir où il finit. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui représente beaucoup de choses, qui était vraiment un super joueur et un super garçon, un super gamin, quoi. Alors lui, on le verra probablement en NBA, c'est Josh Jackson, qui est quand même l'homme à suivre, visiblement, de cette saison NCAA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui, Alex? Du côté de Kansas, vraiment un des 3 cracks à suivre cette saison parmi les futurs drafté, parce qu'il n'y a pas de raison. Il arrive un petit peu dans les traces d'un Andrew Wiggins, mais avec une trajectoire qui va être totalement différente, je pense. Car plus scoreur, plus charismatique, plus à l'aise, et là où Wiggins a un petit peu échoué à l'échelon universitaire, même s'il avait quand même réalisé une belle saison, Josh Jackson va porter l'équipe de Kansas avec l'aide de quelques vétérans, et son rôle va être beaucoup plus fort que celui que pouvait avoir Andrew Wiggins il y a quelques saisons. Donc, très présent. on peut s'attendre à une année absolument incroyable de la part de ce jeune homme, avec un effectif qui va être tout aussi bon que les années précédentes. Donc Wiggins est devenu un meilleur scoreur en NBA, en fin de compte. Absolument. Il continue de progresser, mais là, Josh Jackson, je le vois listé arrière ailier, est-ce qu'il a vraiment les armes pour jouer ailier, arrière, pardon, je veux dire, absolument. en NBA, ne serait-ce qu'en termes de shoot? En NBA, ça reste toujours une autre question, parce que des fois, on voit des joueurs qui font des carrières en NCAA et changer du jour au lendemain dès qu'ils arrivent en NBA de poste, et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est de l'adaptation et tout. Mais Josh Jackson, au niveau des qualités athlétiques, au niveau de ses dimensions, au niveau de ce qu'il peut faire avec un ballon, il n'y a aucun souci. Moi, je pense qu'il restera un poste d'ailier pour l'après-carrière. Sinon, on arrive à des arrières vachement toniques. Et pour l'anecdote, je ne sais pas si tu l'avais lu, j'ai lu un papier il y a 2 jours sur Josh Jackson où il disait que c'était un cerveau et que c'était un passionné d'échecs. Et dès qu'ils étaient en déplacement, il cherchait les parcs pour jouer aux échecs avec des gens et que c'était une grande passion. On a trouvé le successeur de Jaylen Brown. Ouais, ses coéquipiers étaient très impressionnés par ça. Il adorait jouer aux échecs. Les Français, il va y en avoir beaucoup en NCAA cette saison, donc il y aura beaucoup de choses à voir. Il y en a presque une trentaine sur les 3 étages universitaires, donc division 1, 2 et 3. Presque une trentaine. On s'imagine quand même, si on ne se rend pas compte, c'est un chiffre absolument énorme comparé à il y a 15-20 ans, qui était vraiment très très réduit. Il y en aura 15 à l'étage supérieur, donc division 1, dont 3 qui sont des têtes d'affiche qui vont être plus en vue que les autres, et on les connaît bien notamment en France, parce qu'il y a un certain fils Stansbury, le fiston de Terence Stansbury du Paris-Levallois, Solly Stansbury, qui a remporté le trophée du futur justement la saison dernière avec le PL, et qui va arriver à Richmond avec les Spiders dans une très bonne conférence qui est l'A10, et qui a toutes ses chances. Et puis on n'oublie certainement pas non plus Killian Tilly, le petit frère de Kim et Kevin, qui a déjà commencé quelques matchs de pré-saison. Et qui aura un rôle à jouer plus fort même que ce qu'on pouvait prévoir en pré-saison, puisqu'il y a eu quelques blessés à son poste du côté de Gonzaga, qui sera une équipe de top 20 cette saison. Et Gonzaga, fac qui avait déjà accueilli Ronny Turiaf notamment, donc ils connaissent les Français. Et ton chouchou Sabonis. Oui, c'est vrai, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Et il faut ajouter aussi les Africains francophones. Aussi. Qui sont nombreux en NCAA aussi. Et le fils de Mathias Onaembo, également Renatan Onaembo, qui sera du côté de Tulane, lui aussi à surveiller de très près. Ouais. Plein de raisons de suivre la NCAA. Alors 2 dernières questions. Déjà, tu as parlé de 3 cracks. On a dit Josh Jackson. En bref, les 2 autres, pour toi, c'est qui? Les 2 autres joueurs incontournables? C'est difficile parce que tout au long de la saison, si vous voulez, ça se dépasse un petit peu. Il y a une énigme, c'est Harry Giles, du côté de Duke, qui a un talent absolument hors norme à son poste. On rappelle qu'il joue 4-5.
mais qui a des genoux en cristal. Et ça, l'histoire, on la connaît, D'accord. ces joueurs-là, mais qui a, si le santé suit comme un certain Joel Embiid, il peut vraiment être un super crack. Derrière, il y a Miles Bridges de Michigan State qui va être à suivre de très très près, qui aura beaucoup de responsabilités là aussi avec un très bon coach. Et puis Jason Tatum, Frank Jackson, Dennis Smith aussi qui est du côté de NC State. Lonzo Ball qui est un meneur du côté du UCLA, donc ça fait plus de 3. Ah oui, là tu vas me faire mais je sais très bien. Et j'en oublie. Il y a beaucoup Alex, d'universités. et j'en oublie. non, voilà, et puis si Alex, on le lance Darren sur la Fox qui est NCAA, considéré comme le nouveau John Wall aussi à Kentucky, voilà, il y a trop de noms. Mais si on lance Alex, on peut faire 2 émissions à Ouais, la c'est suite. ça, là, sur, malheureusement. alors, en un mot, une équipe coup de cœur, celle que tu as envie absolument de voir jouer, qui va t'éclater à voir. Ça, c'est difficile comme question. Je suis vraiment intrigué de voir ce que va faire Michigan State. Après, là aussi, comme North Carolina, un peu une fin de cycle et avec un coach qui est habitué depuis 20 ans, qui a été au Hall of Fame, là d'ailleurs, Tom Izzo, qui a été intronisé, qui est un pour moi des meilleurs coachs de la NCAA et qui va avoir à reconstruire comme il sait faire avec Miles Bridges donc en tête d'affiche et 2-3 joueurs qui étaient sophomores, donc peut-être pas encore assez matures, mais qui vont devoir monter d'un cran et garder cette équipe de Michigan State en outsider parce que c'est ce que c'est. Cette équipe est un outsider chaque saison maintenant. Mon avant-dernière question, Alex, est-ce qu'on peut faire mieux que la saison dernière? Parce que épique. ça a quand même C'était été épique, assez incroyable. J'aimerais y croire. Voilà, je sais que tu as J'aimerais y vécu croire, une mais saison incroyable la saison c'est dernière. impossible. Ça va être dur de se remettre au même niveau, mais on souhaite à tous ces jeunes joueurs de pouvoir rééditer la même parce que il faut vraiment le dire et c'est très bien de le souligner que la saison dernière fut une saison vraiment exceptionnelle dans la dernière décennie, dans les 20 dernières années. Que ce soit les 40 000 buzzer beaters qu'il y a eu tout au long de la saison. Le fait qu'aux saisons précédentes, ça soit des seniors qui tiennent la baraque, ce sont eux qui se sont montrés, c'était eux les stars la saison dernière. Et ça fait du bien quand même avec le système de one and done et tout. Et je pense que cette saison-là qui va arriver va ressembler à celle d'il y a 2 ans, où Duke finit champion. C'est le moment de faire un pronostic que tu regretteras dans quelques mois. Qui va gagner Je ce le déteste titre? à chaque fois. Je sais. Qui va gagner ce titre? J'ai envie de dire Duke, mais je suis absolument pas convaincu. J'ai envie de dire Kansas aussi, mais ils ont loupé un coach aussi l'année dernière. Donc, de toute façon, ça va être le top 4. Donc, au final, je vais dire un back-to-back de Villanova, vu qu'on est dans la lignée des 10 dernières. Allez, Donc, back-to-back de voilà. Villanova. Messieurs, en vous disant avez que ce envie soit de- Duke ou Kansas en finale face à eux. Alors, Villanova, Kansas. Pourquoi Avec pas, victoire de Villanova. Moi, je prends Kentucky parce qu'apparemment, les joueurs qui arrivent sont incroyablement talentueux. Je pensais que tu allais donner Florida, en fait. Au Ah moins, bah, par, mon choix de cœur serait voilà. plutôt les Gators, mais je pense pas qu'ils ont ce niveau-là. Non. Chaque année ou presque, je dis North Carolina. Chaque année ou presque, je me plante, mais North Carolina. Moi, je vais dire Duke. Ça me paraît un choix sûr. Attention à Oregon. Attention, oui, c'est vrai Si je qu'ils mets une étaient pas- carte outsider, on attend ils Oregon. étaient pas loin dans les cotes, en effet, de Vegas. Et c'est le même groupe. Arizona, vraiment aucune chance? Aucune chance, non, mais c'est plus une équipe de Elite 8 que de Final Four, je pense, pour l'instant. On va terminer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Alex Biggerstaff. On te retrouve sur SFR Sport 2. Le programme, du coup, pour cette reprise, c'est... Dès samedi, avec Indiana face à Kansas, justement, c'est l'Armed Force classique, donc il y aura des maillots militaires, ça sera magnifique, ça sera du côté d'Hawaï. Et Michigan State face à je sais plus qui d'ailleurs. Tiens. Bon, eh ben, ce sera sur SFR Sport 2. Vous aurez les 2 affiches. On te remercie beaucoup. Et tu restes avec nous pour la Merci. fin de l'émission. On passe au pronostic. Les pronostics, c'est de retour cette semaine. On n'a pas noté les scores de la semaine dernière de Georges, donc on t'épargne. On ne sait pas si Bah, tu as depuis bien le fait début ou de saison, pas. je dois être autour de 65% par rapport à Unibet. Tu as une semaine difficile, là. Hein, quand même. Hier soir, surtout. Ouais. Les pronos pour l'élection américaine, c'était J'ai vu aussi qu'Unibet avait fait des cotes là-dessus, en mauvais effet. que mes pronos sur 2 matchs NBA. Allez, samedi, Pacers Celtics à Indiana. Je vais quand même prendre les Celtics parce que les Pacers sont très décevants, mais ce serait le moment de réagir côté Indiana, c'est Allez, on fait sûr. un petit tour de table en un mot. C'est à Indiana, il faut qu'ils rebondissent. Pacers, Moi, je suis Georges. Je dirais c'est- Celtics et Pacers pour moi. Les deux Dimanche, équipes ont besoin de rebondir. Ça me rassure, j'ai fait le bon choix. Si tu veux. ouais, c'est un mythe ça. Dimanche à 21h30, Cavaliers Hornets à Cleveland. C'est le match que je vais commenter pour Canal Plus Afrique. Donc là, je vois les Cavaliers revanchards après leur première défaite à la maison contre Atlanta, mais les Hornets
extraordinaire leur début de saison. Une seule défaite. C'est pour ça que je l'avais mis. Ouais, Irving Walker, je dirais Cleveland aussi pour se rattraper de la défaite. Cleveland, Et il faut que la bonne série de Charlotte s'arrête quand même. Cleveland pour tout le monde. Lundi, Knicks, Mavericks. Alors, J'ai pris parce qu'on la avait parlé. bataille entre deux équipes plutôt décevantes. Dallas est sur 2 victoires, mais je pense quand même que les Knicks à la maison vont arracher une victoire dans un score serré. Knicks. Knicks aussi. Knicks. Non, Knicks, c'est Carton Bis, le coach de la défense. Allez, Dallas. Mavs et Mavs aussi. On passe au quiz. C'est l'heure du quiz de fin d'émission. Là encore, je vous ai pas. Je crois qu'il y avait 2 partout. Non, il y avait 3-1, Il y s'il avait te plaît, 3-1 la pour semaine toi. prochaine. Ouais, c'est bon. Ceux qui mènent retiennent bien les scores en Ça général. va trop vite pour moi, ce quiz-là. Donc, alors Même pas le temps de réfléchir. justement, C'est pas NCA. Alex va jouer à Biggerstaff deux, on va jouer à étant deux. notre invité, justement, on a un spécial NCAA. Ah, le Et truc, c'est- ouais. alors, c'est très très simple, C'est messieurs. tellement vache. Non, c'est très très simple. Je vous donne le nom d'un joueur NBA, vous me donnez le nom de sa fac. Ok. Ça me paraît jouable. Tellement Et Alex vache. joue aussi ou pas? Alex, tu peux. Bah, le problème, c'est qu'il va Je vais te- aider Georges, Ouais. je vais essayer d'aider Alors Georges. voilà, Alex, On fait équipe contre Alex joue au nom Jeremy. de Georges. Allez, voilà, ils sont du même côté de la table. Stephen Curry. Davidson. 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 Davidson, c'est Alex qui l'a donné le premier. J'attendais tu sais, un buzzer quelque part et tout. C'est bon. on a les réponses en image à chaque fois, regardez, hop, avec son joli maillot rouge. Klay Thompson, Klay UCF. Thompson, Washington State. Washington State, en effet, elle était plus dure celle-là, avec Ouais. la belle photo du mec qui tire J'ai la toujours langue vu pour faire California, peur à celui California. qui contre. Damian Lillard. Weber State. Weber State. Il Il est trop rapide. Il est Non, non, imprenable. mais, Ça devient énervant. mais Hoopcast Non, est mais très accueillant pour les invités. On peut hésiter là et puis l'empêcher Non, de mais parler. on a ça un serait bien. spécialiste d'NCAE, il fait un quiz NCAE, mais en plus, il passe pour les J'ai idiots. l'impression de jouer ma vie je- dessus. Allez, Derrick Rose, Memphis. Bon, je vais attendre 5 Non, seconde non, et. non, le coach à l'époque. Jockey Vous Paris. me laissez réfléchir et après vous donnez la bonne réponse. Alors, je ne leur dis rien pour celui-là. Kyle Lowry, Kyle Lowry. aucune idée. il est dans l'actu. J'ai fait exprès de le prendre. Il a un lien, on a parlé de sa fac dans la séquence avec Alex. On a parlé de ça. Villanova? C'était Villanova. Un petit point pour Jérémy. Ouais, merci pour le petit. Après, un petit peu d'aide. Et un très récent pour terminer, D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, c'était en plus il y a 2 C'est ans. une fac de foot US surtout. Où tu es réputé, Ohio tu es State. célèbre. Voilà, où je suis la mascotte. Ohio State, en Ohio effet. State. Ah, Ouais. voilà. C'est un événement, j'ai eu une bonne réponse. Voilà. C'est la première fois depuis le début de la Il saison. n'y en a pas d'autres? OSU, non, je suis arrivé au bout, j'en ai fait 6 déjà. Voilà pour le petit quiz NCAA. C'est comme ça que se termine l'épisode 140 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que le Hoopcast, c'est toutes les semaines sur Basket USA, Dailymotion et iTunes. Pour nous suivre, @Hoopcast sur Twitter, @GeorgesD2, @Jérémy Lebescon avec un T, @Alex Biggerstaff. Non, mais c'est fini, Alex, par contre, on t'invite. Ah non, plus, mais le tu- quiz, ça n'a- mais si, on te revoit pour Dans un an. En général, on te revoit pour le Final Four. Merci beaucoup, Alex, d'être venu. En Merci tout cas, à vous. C'est toujours un plaisir. Merci, Georges. Merci, Jérémy. Merci, Alain. Merci, Et Alain. on vous dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Ciao, ciao.